Que d'eau dans la relève et la peste.fr du 8 octobre 2021. Un quart du volume total d'eau captée dans l'Union européenne est destiné à l'agriculture. En France, l'eau captée à des fins agricoles est 2 fois moins chère que l'eau potable et n'est payante qu'à partir d'un certain volume, 7 000 m3 par an dans les zones en stress hydrique et 10 000 m3 par an dans les autres. D'une manière générale, à l'égard des États, de vastes contrôles documentaires et financiers ont démontré que les dérogations à la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'eau accordée aux agriculteurs étaient trop nombreuses et allaient à l'encontre des efforts déployés pour en garantir une utilisation raisonnée. Écrivent les auditeurs dans un communiqué. Bref, la PAC a beau indiquer que l'eau doit être gérée de façon durable par l'agriculture, la Cour des comptes de l'Union européenne dénonce la non-application des règles visant à préserver une ressource qui se raréfie. Le modèle productiviste agricole n'a que faire de l'eau et de l'environnement en général. Les océans victimes de la cupidité des multinationales dans Reporter.net du 21 octobre 2021. Connaissez-vous l'économie bleue ? D'abord appelée croissance bleue lors du sommet de Rio en 2012, la Commission européenne a introduit ce terme en 2019 en lui donnant la définition suivante. L'économie bleue permet à la société d'extraire de la valeur des océans et des régions côtières. Ces extractions doivent être en équilibre avec les capacités à long terme des océans à supporter de telles activités à travers la mise en œuvre de pratiques soutenables. En bref, c'est open bar pour les extractivistes océaniques. On pense immédiatement à la pêche industrielle, mais cela ne suffit pas à expliquer la dévastation des océans. En effet, 80% de la pollution en mer provient du rivage, mieux vaut chercher les coupables à terre. Le modèle d'agriculture intensive breton, par exemple, bourré de produits phytosanitaires qui ruissellent jusqu'à la mer et qui bouleversent l'équilibre biotique des océans, favorisant notamment la prolifération d'un plancton toxique pouvant occasionner des troubles neurologiques chez les dauphins. En réalité, l'économie bleue justifie la poursuite, sinon l'accélération de l'exploitation des ressources océaniques au nom même de leur protection. Autre exemple de l'économie bleue, l'extraction minière des nodules polymétalliques qu'on trouve dans les fonds marins, y compris au sein de zones prétendument protégées. Ces nodules sont nécessaires à la fabrication des produits high-tech. On risque donc d'assister dans les prochaines années à une nouvelle ruée vers cet or sous-marin, au nom même d'un développement censément plus vert. L'économie bleue s'annonce très grise. Où l'on apprend que l'être humain a des limites dans theconversation.com du 29 octobre 2021. Notre capacité à réguler notre température interne a joué un rôle clé dans la colonisation de la planète par les humains. Marchant sur 2 jambes, ce qui réclame moins d'énergie que de se déplacer sur 4 membres, sans fourrure et doté d'un système de refroidissement basé sur la sueur, nous sommes bien conçus pour combattre la chaleur. Cette dernière influe toutefois sur notre capacité à nous mouvoir et à rester en bonne santé. Dès que la température dépasse 35 degrés environ, température mesurée à l'abri de l'humidité, le corps a recours à l'évaporation de l'eau, principalement par la transpiration, pour dissiper la chaleur. Mais si la température tient compte de l'humidité et que celle-ci dépasse 35 degrés, la transpiration ne peut plus faire son office. La sueur déposée sur notre peau ne s'évapore plus, ce phénomène est mortel. Or, des études montrent que les températures humides pourraient régulièrement dépasser 35 degrés si la planète excédait la limite de réchauffement de 2 degrés. Le golfe Persique, l'Asie du Sud et la plaine de Chine du Nord seraient les régions les premières touchées par cette chaleur humide mortelle. La fréquence des températures élevées en conditions humides, supérieures à 31 degrés par exemple, a plus que doublé dans le monde depuis 1979. Nous pouvons compter sans faille sur la COP80 pour prendre en compte cette menace mortelle. Notre cadeau de fin d'année, une vidéo du CNRS très bien réalisée sur les évolutions du climat en Europe d'ici 2050. Le climat terrestre n'a jamais été stable. Il évolue naturellement depuis des millénaires. Longtemps imperceptible à l'échelle humaine, le réchauffement climatique actuel est inédit par son amplitude et sa rapidité. D'année en année, nous ressentons ses effets sur notre quotidien. Une accélération sans précédent du changement climatique est en marche depuis la fin du XXe siècle et se poursuivra probablement jusqu'en 2050. Nous savons que le réchauffement significatif de la température terrestre est une conséquence directe des gaz à effet de serre générés par les activités humaines, notamment l'industrie, les transports et l'agriculture. Nous ne pouvons plus agir sur les émissions de gaz du passé qui ont provoqué le dérèglement climatique que nous vivons aujourd'hui. Mais en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, nous pouvons encore influencer positivement le climat terrestre. C'est tout l'enjeu des mesures prises par les nations du monde entier suite aux accords de Paris pour atténuer les effets du changement climatique et stabiliser la courbe du réchauffement planétaire en dessous de plus 2 degrés, au lieu de dépasser les plus 4 degrés si nous n'agissons pas collectivement dès aujourd'hui.
En attendant, au rythme actuel, les grandes lignes du scénario climatique qui nous attend pour 2050 sont déjà tracées. Le changement climatique est un phénomène planétaire qui n'est pas homogène, et ses effets ne sont pas identiques dans toutes les régions du globe. C'est pourquoi les chercheurs en climatologie développent actuellement des méthodes et des modèles ciblés pour élaborer des projections fines et localisées sur des zones spécifiques du monde. Grâce à ces données, nous pouvons imaginer comment le climat va remodeler le cadre de vie, les paysages et la géographie de l'Europe en 2050 pour mieux anticiper notre adaptation au changement climatique à venir. L'Europe continentale se réchauffe davantage que la moyenne du globe. Cela veut dire, par exemple, que l'été 2050 sera toujours chaud et même torride pour les estivants du bassin méditerranéen. Car au sud de l'Europe, en été, on s'attend à un réchauffement plus important qu'ailleurs, avec 1 degré de plus que le réchauffement global. Dans la zone méridionale, la diminution des précipitations et l'amplification du phénomène d'évaporation vont accélérer l'assèchement progressif des sols. En contrepartie, l'augmentation du rayonnement solaire en surface pourrait favoriser la production d'énergie solaire. Si de manière générale, le climat méditerranéen tend à s'assécher, la région pourrait connaître des épisodes de pluie automnale plus violents. Toute l'Europe sera soumise à des vagues de chaleur plus longues et les canicules exceptionnelles comme celle de l'année 2003 seront de plus en plus courantes en 2050. L'Andalousie, par exemple, pourrait connaître en été plus de 20 jours au-dessus de 40 degrés. Même les régions plus au nord, comme en Allemagne, pourraient connaître plusieurs jours par an à plus de 35 degrés. L'hiver, c'est au nord-est de l'Europe que le réchauffement se fera le plus ressentir. En plaine, les jours de gel vont diminuer et la période d'enneigement se raccourcir. La réduction de la couverture neigeuse associée au réchauffement de la région arctique font de cette zone septentrionale de l'Europe un hotspot du réchauffement terrestre. Le changement climatique est plus rapide en montagne que dans les plaines avoisinantes, et c'est en altitude que le réchauffement se fera le plus ressentir. Les sports d'hiver vont se réinventer dans les massifs situés en dessous de 1500 mètres d'altitude, où la neige sera de plus en plus rare. Et côté pluie, on peut s'attendre à des épisodes plus intenses et plus fréquents qui pourraient renforcer les phénomènes d'inondation dans certaines régions. À l'échelle du continent, l'évolution des précipitations sera très contrastée avec au nord davantage de pluie en hiver et moins de pluie en été au sud, révélant une zone de transition incertaine qui coupe l'Europe en deux. Le climat de nos villes va changer, accentué par le phénomène d'îlots de chaleur urbain où la température est déjà plus élevée qu'à la campagne. Les métropoles européennes connaîtront un véritable chamboulement climatique au cours du siècle. Il faut imaginer le climat londonien en 2050 équivalent à celui connu à Barcelone autour des années 2000 et les Parisiens vivant sous le climat stambouliote. Un tel bouleversement de la carte climatique de l'Europe interroge notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, car les prochaines décennies auront une influence décisive sur la stabilisation du climat à venir. Alors, en attendant le résultat des réductions des émissions de gaz à effet de serre engagées à l'échelle de la planète, les Européens, comme les habitants des autres régions du monde, devront adapter localement leur mode de vie face au changement climatique. Et les projections élaborées par les scientifiques à l'horizon 2050 sont précieuses pour éclairer les stratégies d'adaptation des sociétés humaines et construire notre avenir proche. Et pour finir, la connerie de la semaine. On se retrouve en janvier pour la suite. Bonne fin d'année à toutes et à tous.